Les lumières s'éteignent. Alors que la pièce sombre dans l'obscurité, un sentiment familier de malaise revient. Riordan ferme les yeux et écoute. Le bourdonnement de l'électricité se mêle au ronronnement lointain des voitures. Puis, les bruits des gens. Des pas. Le bruit d'une ville bourdonnante de vie. Ses yeux s'ouvrent d'un coup alors qu'une vague de soulagement soudain le submerge. Il est quelque part de familier. Les gens. Chiens. Cafés, bus. Vie. Malgré le bruit chaotique, c'est réconfortant. Riordan est sûr de peu de choses, mais il en connaît quelques-unes. Son nom, Riordan. Il a naturellement des cheveux blancs et des yeux noirs, vides, sans âme. Sa peau est teintée d'un orange vif. Son corps mince et dégingandé, généralement couvert d'un t-shirt surdimensionné taché de moutarde. Il sait aussi qu'il sent vaguement la pomme de terre. Humain ou non, il joue bien son rôle. Alors que les pieds nus de Riordan claquent contre le trottoir froid et rugueux, la morsure de l'asphalte le secoue. Ses pieds sont engourdis et chaque pas envoie un choc aigu et électrisant à travers lui. C'est étrange, inconfortable, voire douloureux. Mais c'est différent. Sympa. Tous les 19 ans de sa vie ont été passés derrière les murs du site 6800, à vivre le même jour en boucle. Visionner 10 films quotidiennement pour tenter d'impressionner le Dr Fenwick. Se promener dans une véritable ville est comme entrer dans un nouveau monde exaltant. Les vues, les sons, ils attirent Riordan. Ses yeux passent d'un visage à l'autre, s'attardant sur chaque personne qui passe. Des hommes en costume jacassent dans leur téléphone, aboyant à propos d'achats et de ventes et quelque chose appelé un ensemble de moutures. Des groupes de jeunes humains, des adolescents pensent-ils qu'ils sont appelés, rient en marchant et en parlant. Au loin, il aperçoit un long pont en métal rouge disparaissant à l'horizon. De petites voitures y roulent, lentement. Riordan observe par les fenêtres, au-delà de son reflet spectral. Les gens font la queue, attendant de commander à partir d'un grand tableau couvert d'images de nourriture. Il y a de la vraie nourriture ici. De vraies choses à mordre. Et mordre des choses est l'une de ses deux choses préférées. Un vacarme assourdissant interrompt les pensées de Riordan, éclipsant le bourdonnement environnant. Puis, aussi rapidement, tout devient silencieux, alors que les gens se tournent pour regarder le ciel. Riordan imite les autres, tendant le cou vers le haut, fixant la source du bruit. Une forme se profile au-dessus, projetant une longue ombre sur la ville. Les gens regardent, bouche bée, le dessous de l'objet. Un énorme rectangle béant. Une porte. Ou une bouche. Des formes mystérieuses descendent à travers les nuages, de plus en plus bas. Le vide menaçant avale la lumière à mesure qu'il se rapproche. Puis il y a un autre son, une cacophonie assourdissante et fracassante. Riordan lève brusquement la tête. Une tempête de verre et de métal s'abat sur la rue alors que le sommet d'un bâtiment proche est arraché. Un éclat de verre entaille le bras de Riordan. Une fine traînée de sang serpente vers le bas à sa suite, mais il ne peut même pas regarder la blessure. Ses yeux sont fixés sur les gens. Il y a des gens dans le bâtiment qui sont soulevés dans les airs, certaines forces invisibles les traînant vers le haut, tourbillonnant et tournant, alors que la masse de personnes et de parties du bâtiment jetées commence à s'enflammer dans un brasier ardent. À travers le hurlement du vent et les bruits de l'effondrement du bâtiment, Riordan peut entendre des cris. Dans la rue, un tsunami de panique balaye la foule. Les gens se bousculent frénétiquement, les yeux écarquillés de terreur, tentant de fuir. Mais c'est inutile. Il n'y a pas d'échappatoire. Au-dessus, la forme plonge plus bas, attirant davantage le bâtiment dans le vortex. Les bâtiments environnants tremblent, les murs s'effondrent et le verre se brise. L'air est épais de cris alors que plus de personnes et de débris sont ajoutés à la tempête violente, aspirés dans une tornade de feu. Soudain, Riordan fut saisi d'une étrange sensation d'apesanteur, comme emporté par un courant. Le sol froid et abrasif disparaît sous ses pieds. Tout autour de lui, ce sont les cris de personnes terrifiées, projetées, écrasées, brûlées, mourantes. Et sous sa peur, Riordan est confronté à l'effroi accablant de savoir qu'il a déjà fait ce rêve exact auparavant. Les lumières clignotent. La tornade enflammée, remplie de milliers d'âmes hurlantes. Plus proche. Plus proche. Riordan déteste se réveiller.
La lumière stérile et oppressante se faufile entre ses paupières, piquant ses rétines et le forçant à sortir du lit. Il fait froid. Artificiel. Comme tout le reste ici. Les feuilles de plastique sous lui adhèrent à sa peau. Des sueurs nocturnes à nouveau. Aussi détestable qu'il soit de se réveiller ainsi jour après jour, rêver n'est pas vraiment une échappatoire. Le cauchemar est toujours le même. Il peut voir un énorme vaisseau spatial, suspendu dans le ciel au-dessus d'une ville. Une tornade de feu tourne directement en dessous, dévorant tout sur son passage, balayant les gens terrifiés du sol, les tirant en l'air et les brûlant. Riordan a déjà informé le Dr Fenwick, responsable du cas de confinement. Même elle est déconcertée par le rêve. Vous êtes sûrement familier avec SCP-00, la désignation utilisée par la Fondation pour plusieurs anomalies distinctes. Il reste inconnu lequel de ces éléments est réel et lequel est falsifié, si l'un d'eux était vraiment le premier SCP jamais rencontré par la Fondation, ou si ce sont simplement des anomalies qui ont été contenues avant que le système actuel de désignation numérique SCP ne soit mis en place. Il y a longtemps, des rumeurs circulent à propos de SCP-001. Certains prétendent donc que la véritable nature de cette anomalie est intrinsèquement liée à la Fondation elle-même. Cela pourrait éclairer la véritable origine inédite de l'organisation, comme la proposition de Swan surnommée la base de données, ou la proposition de Mann du chemin en spirale. Cependant, certaines propositions pour SCP-00 ne se préoccupent pas du tout des débuts de la Fondation SCP, mais sont plutôt axées sur sa terminaison. La proposition de Daoud Ewan Fullerton pour SCP-001 en est une. Il y a eu beaucoup d'anomalies qui révèlent des détails sur des événements qui doivent encore se produire. La perspicacité de la Fondation SCP sur l'avenir dépend de la nature de l'anomalie impliquée. Ce qui reste inconnu, c'est quand ou comment le chercheur Fullerton a pu apprendre les événements à venir du 3 janvier 2028. La proposition pour SCP-001 ne décrit pas seulement ce jour qui est encore des années devant nous, mais aussi les jours précédents qui y mènent. Quant à la signification de cette date début janvier 2028, selon Fullerton, c'est le jour où la Fondation SCP telle que nous la connaissons sera détruite, et toute la planète Terre avec elle. SCP-00, selon la proposition de Fullerton, désigne un énorme vaisseau spatial. Les origines de ce vaisseau interstellaire ne sont pas divulguées dans la proposition. Cependant, alors que le vaisseau spatial est connu parmi la Fondation comme un SCP-001, il porte un nom différent parmi le public. Dans ce qui serait normalement une violation stupéfiante des procédures opérationnelles normales de la Fondation SCP, le grand public est au courant de l'existence de cette anomalie. Il est connu de la plupart sous le nom d'entité du 3 janvier, bien que certains l'aient surnommé Tarar, après que l'OTAN lui a donné ce surnom. Tarar était le nom d'un homme né en France vers 1772, réputé pour avoir un appétit insatiable. Tarar était dans un état de faim permanent qui ne pouvait être rassasié, peu importe combien ou quoi il mangeait. Forcé de quitter sa maison à l'adolescence, il trouva du travail comme homme de spectacle, avalant de nombreux objets non comestibles pour le commun des mortels. Lors de tests médicaux au cours de sa vie, Tarar a mangé des chats vivants, des serpents, des lézards, des anguilles entières, et même des chiots. Les médecins modernes ont depuis conclu que Tarar avait probablement une polyphagie, une faim excessive, et la capacité d'ingérer une grande variété non seulement de nourriture, mais aussi d'objets non comestibles. Pourquoi l'organisation du traité de l'Atlantique Nord voudrait-elle associer le SCP-001, un vaisseau spatial, à l'appétit insatiable d'un Français du XVIIIe siècle? La proposition de Fullerton révèle quelque chose de déconcertant. Lumière qui explique pourquoi on l'a surnommé Tarar. Mesurant 20,58 km de long, SCP-1001 est énorme. Forme trapézoïdale. Il mesure presque 3,5 km de haut et un peu plus d'1,3 km de large. Les sondes spatiales profondes et l'imagerie par satellite ont révélé que ce n'est pas un disque volant plat. Le sommet de SCP-001 est occupé par une série de exactement 492 structures, chacune de forme, de hauteur et de taille différentes. Cependant, un examen plus approfondi des images a révélé que ces structures semblent être des gratte-ciel. La partie inférieure du navire est principalement composée d'un rectangle qui couvre environ 79% de la base de l'engin. Cette zone du vaisseau est appelée la porte.
Des sondes non pilotées ont révélé que cette zone rectangulaire apparemment ouverte mène à un espace qui ne peut pas être observé directement, mais qui est estimé être considérablement plus grand que le navire lui-même. On ne sait pas si cette ouverture rectangulaire mène à l'intérieur du navire ou si l'espace interne se trouve ailleurs. Malgré leurs meilleurs efforts et le temps limité, la fondation SCP n'a pas pu déterminer la masse et le volume exact de l'espace inobservable. Certaines théories ont émergé parmi les chercheurs selon lesquelles le navire lui-même était dimensionnellement transcendantal et contenait une dimension de poche bien plus grande que ce que l'extérieur du navire laisserait supposer. Néanmoins, il est presque impossible d'approfondir le sujet. Après avoir découvert l'existence de SCP-001 dans l'espace, la fondation SCP a essayé à plusieurs reprises de contacter le vaisseau. Des messages ont été envoyés dans l'espace pour établir une communication diplomatique avec SCP-001, mais aucune réponse n'a été reçue. Il y avait un silence radio. Aucune transmission de quelque nature que ce soit n'a jamais été envoyée par SCP-001 ou reçue par la Fondation. Personne à la Fondation n'était certain que SCP-001 était un vaisseau habité après tout. Certains ont spéculé qu'un désastre de quelque nature que ce soit aurait pu se produire à bord du vaisseau spatial, le laissant à la dérive. Cependant, selon les observations de la trajectoire du navire, il semblait se diriger directement et de manière stable vers la Terre. Des spéculations suggèrent que des membres d'équipage pourraient encore être à bord du navire, bien que, décédés ou en animation suspendue, restent toujours prévalentes parmi certains des chercheurs. D'autres ont réfuté ces affirmations, déterminant plutôt SCP-001 comme une entité interstellaire d'une certaine sorte, une créature léviathan flottant dans l'espace, plutôt qu'un vaisseau mécanique. Cependant, sans aucune indication de ce dont est fait l'extérieur de SCP-001, la spéculation est tout ce que la Fondation avait. Il ne pouvait même pas dire précisément comment il se propulsait dans l'espace. S'il y avait eu plus de temps, les chercheurs auraient peut-être pu déterminer exactement quelle était la véritable nature de SCP-001. La Fondation a pris connaissance de la présence de SCP-001 le 12 décembre de l'année 2027. Des télescopes spatiaux profonds ont détecté pour la première fois un objet non catalogué en orbite autour de Vénus. Vers le moment où SCP-001 a été repéré initialement, il y a eu des rapports de changements catastrophiques à la surface de Vénus, qui ont laissé perplexes les membres de la National Aeronautics and Space Administration et de la Fondation SCP. Il a été rapidement déterminé que ces changements devaient être le résultat de SCP-001 en orbite autour de la planète. Peu après sa détection, SCP-001 a commencé à se diriger vers la Terre. Avec les méthodes conventionnelles de voyage spatial, la distance entre la Terre et Vénus prend entre 120 et 130 jours, soit environ 4 mois de voyage à travers l'espace. Au minimum, le vol spatial le plus court connu pour atteindre Vénus depuis la Terre a duré 109 jours, soit presque 3 mois et demi. SCP-001 couvrirait les 25 millions de miles entre les deux planètes en seulement 21 jours. Un voyage spatial à cette vitesse était impossible pour les humains, réalisable uniquement par des moyens anormaux. La Fondation manquait rapidement d'options quant à la façon de gérer l'engin anormal, s'il s'agissait même d'un engin. Le temps s'épuisant rapidement, la Fondation SCP a été contrainte de faire quelque chose qu'elle faisait rarement, coopérer avec d'autres organisations. Malgré les efforts des agents de la Fondation infiltrés à la National Aeronautics and Space Administration, l'existence de l'engin a rapidement été signalée à la coalition occulte mondiale. La groupe des opérations clandestines, le bras officiel des Nations Unies pour l'enquête sur l'anomalie, a toujours gardé un œil attentif sur tout ce qui sort de la norme. Cela les mettait souvent en désaccord avec la Fondation SCP, qui opère sans réglementation ni surveillance gouvernementale. Alors que la groupe des opérations clandestines opère sous l'œil vigilant des gouvernements mondiaux, la Fondation travaille dans l'ombre. Malgré leurs préoccupations communes pour contenir les anomalies et protéger le public, les méthodologies de la Fondation diffèrent. Et de la coalition en ont fait des alliés mal à l'aise dans les meilleurs des cas et des rivaux ouverts dans les pires. Mais quand les choses se gâtent, on découvre qui sont ses vrais amis. Ou dans ce cas, lorsqu'un vaisseau spatial extraterrestre fonce vers la Terre sans montrer de signes de ralentissement, il est au moins un peu plus facile de laisser les vieilles rancunes de côté. Les stratèges d'urgence de la Fondation SCP ont été invités à rejoindre les membres de l'unité de coordination de réponse urgente de la coalition mondiale occulte et ont travaillé ensemble pour concevoir une manière appropriée de neutraliser SCP-001 avant qu'il n'atteigne la Terre. Sur sa trajectoire actuelle, et à condition qu'il n'augmente pas sa vitesse de propulsion, le vaisseau arriverait dans l'atmosphère de la planète en quelques jours.
La groupe des opérations clandestines prônait généralement la destruction totale des anomalies, contrairement à la Fondation qui n'excluait pas l'utilisation des SCP découverts. Mais les temps désespérés appelaient vraiment à des mesures désespérées. Les stratèges de la coalition ont conçu plusieurs options potentielles qui impliquaient le déploiement d'autres SCP pour empêcher l'approche de SCP-001, si ce n'est pour détruire complètement le vaisseau. L'un de leurs plans était de faire appel à la Fondation pour invoquer SCP-343, un puissant manipulateur de réalité qui prétendait souvent être le seul créateur de l'univers. Certains croyaient même qu'il était Dieu lui-même. Comme il n'y avait apparemment aucune limitation connue au pouvoir de SCP-343, la coalition occulte mondiale a suggéré qu'il lui serait assez facile de simplement claquer des doigts et de faire disparaître SCP-001 de l'existence. La Fondation a opposé son veto à ce plan, déclarant que même si SCP-343 était amical, il n'était pas convaincu de sa fiabilité. Des rumeurs circulaient parmi certains chercheurs de la Fondation selon lesquels le déformateur de réalité anormale les trompait d'une façon ou d'une autre. Certains ont même suggéré que SCP-343 avait utilisé ses capacités pour retirer un médecin de la Fondation de la réalité, afin de maintenir sa couverture. Pendant l'enquête sur cette possibilité, l'équipe stratégique de la Fondation a jugé imprudent de compter sur SCP-343. L'une des solutions les plus ambitieuses conçues par les stratèges du groupe des opérations clandestines était de rassembler un groupe de SCP qui pourrait être facilement contraint à aider la Fondation. Cette équipe proposée serait sélectionnée pour leur grande variété de capacités anormales, dans l'intérêt de les déployer comme la ligne de défense ultime de la Terre contre l'approche de SCP-001. Il a été envisagé que ces anomalies pourraient être amenées à bord d'une navette et transportées vers le vaisseau interstellaire entrant. Leur mission serait de désactiver SCP-00, de dévier sa trajectoire de collision avec la Terre ou de le détruire complètement. Le personnel de la Fondation a fermement refusé la proposition du groupe des opérations clandestines de les qualifier de super-héros lors de l'examen de cette politique. La liste proposée pour cette équipe d'intervention anomale était à la fois stratégique et effrayante. SCP-049, le docteur de la peste, sympathisant de la cause de la Fondation, dirigeait l'équipe. Sa capacité à tuer par contact direct avec la peau en faisait un candidat idéal au cas où SCP-00 abriterait un équipage extraterrestre. CP-4494, le Spectre, a également été choisi. Manifestation physique de la lutte contre le crime. SCP-4494 était la figure parfaite pour renforcer le but de la mission, la préservation de la vie humaine, à tout prix. SCP-2800, se connaissant lui-même sous le nom de Cactus Man, vrai nom Daniel McIntyre, était un choix naturel pour la mission. Sa résistance à la chaleur extrême et sa capacité à survivre sans eau pendant de longues périodes en faisaient un candidat idéal pour les conditions inconnues entourant SCP-001. Son mécanisme de défense unique, des épines acérées extrudables à volonté, apportait une valeur tactique supplémentaire. Si un SCP-00 était un organisme vivant plutôt qu'un simple vaisseau, ces épines pourraient potentiellement cibler et désactiver des parties clés de son cerveau ou de son système nerveux central, neutralisant la menace de l'intérieur. Avec la létalité à l'esprit, SCP-0762, également appelable, a été envisagé pour cette équipe. En tant qu'immortel, survivre dans l'espace ne serait pas un problème pour SCP-0762. Bien qu'il soit connu pour son agressivité et ses tendances homicides, on espérait que SCP-00 présenterait un défi suffisant pour Abel afin de détourner son attention, plutôt que de chercher et d'attaquer des êtres humains. On pensait que sa capacité supplémentaire à manifester des armes avait un haut niveau d'utilité pour la mission, tout comme sa force surhumaine. Bien que la boîte de Pandore ait mal fini, la situation était plus désespérée. On a également envisagé SCP-3542, de vrai nom Renard de Jacinto, bien qu'il préfère l'alias du Renard Rouge. CP-3542 possédait la capacité ontokinétique de créer des objets et des matériaux utiles lors d'urgence. Cela le rendrait indispensable en cas de brèche catastrophique de la coque, si l'équipe d'intervention endommageait accidentellement les murs intérieurs de SCP-001. Le Renard Rouge était également connu pour pouvoir se téléporter au lieu des urgences pour offrir de l'aide, amenant certains stratèges du groupe des opérations clandestines à envisager la possibilité de l'envoyer seul pour s'occuper de SCP-001. Cependant, la Fondation a de nouveau opposé son veto à ce plan d'action. Ils ont affirmé qu'il n'y avait pas assez de temps pour convaincre les anomalies sélectionnées et qu'elles avaient le potentiel de représenter autant de dangers pour le public que SCP-001. À ce stade, la Fondation SCP et la Coalition Occulte Mondiale étaient en pleine stratégie depuis quelques jours.
L'une des stratégies les plus audacieuses proposées était de négocier un marché avec SCP-Sept38 pour qu'il élimine SCP-001. Une fois de plus, la Fondation a rejeté la demande des chercheurs. Le modus operandi de SCP-Sept38 était simple, mais insidieux. Il proposait des accords en échange d'un prix correspondant totalement au préjudice ou à la destruction découlant de l'accord. Utilisez ce pacte diabolique pour neutraliser SCP-00. Pourrait entraîner une catastrophe équivalente ailleurs sur Terre. Avec le stratège de la Fondation qui refuse de céder et met son veto à toutes les suggestions, il est rapidement devenu évident pour les coordinateurs de réponse urgente du groupe des opérations clandestines que quelque chose d'autre se passait ici. Rapidement, des accusations de blocage ont été portées contre la Fondation. Des accusations qui se sont avérées, comme il s'est avéré, correctes. Les coordinateurs de la coalition ont averti les forces de sécurité que le personnel de la Fondation était là seulement pour entraver délibérément les efforts stratégiques. Cependant, au moment où la sécurité du groupe des opérations clandestines est entrée dans la salle de réunion, tous les stratèges de la Fondation étaient morts. Chacun d'eux avait reçu des capsules de composés de terminaison CF12, un médicament efficace à 92% développé par la Fondation qui, lorsqu'il est pris par voie orale, induit un état euphorique momentané, suivi d'une mort rapide et sans douleur. La Fondation SCP refusait de coopérer avec la coalition occulte mondiale. Les stratèges l'avaient de stagner alors que le vrai plan de contingence de la Fondation pour SCP-001 était en cours. Le projet Valkyria avait depuis longtemps été établi comme la stratégie de prédilection de la Fondation pour ce scénario précis. Ils savaient qu'il était impossible de contenir SCP-001, même de façon temporaire. Alors à la place, pendant que leurs stratèges détournaient l'attention du groupe des opérations clandestines, le personnel restant de la Fondation avait concentré leurs efforts sur une évacuation interstellaire de la planète. Mais ils n'avaient pas le temps non plus d'emmener près de 8 milliards de civils vers les étoiles. Tout le personnel de la Fondation n'a pas été sélectionné pour rejoindre le projet Valkyria. Seuls quelques élus ont eu l'opportunité de participer. Le reste a été laissé sur Terre avec des capsules de terminaison CF12. Alors que SCP-00 entrait dans la haute atmosphère de la Terre, la Fondation s'est échappée dans l'espace. Ceux laissés derrière n'ont pas survécu longtemps, ne laissant personne capable d'arrêter le vaisseau spatial arrivant. La coalition occulte mondiale a été laissée à se démener pour lancer la réponse armée qu'elle pouvait rassembler, mobilisant ses actifs au sein des armées américaines et canadiennes. Mais cela n'aurait pas d'importance. Alors que SCP-00 atteignait un peu plus de 12 km au-dessus du niveau du sol, la température interne sous la section de la porte rectangulaire augmentait. La lecture de l'imagerie thermique a montré qu'elle s'élevait à environ 1700 degrés Celsius, assez chaud pour incinérer la vie organique et faire fondre la plupart des matériaux inorganiques sur Terre. D'énormes portions de bâtiments, des pâtés de maisons entiers, des gens ont tous été aspirés vers le haut dans la porte de SCP-001. SCP-001 n'était pas venu pour attaquer la Terre. Il n'y avait pas d'invasion, pas de soumission, pas même d'enlèvement extraterrestre. Il était là pour se nourrir, tout comme Terra. Les jets militaires déployés par la coalition ont traversé l'air en hurlant, lançant des missiles sur le navire, mais leurs projectiles ont été aspirés dans les vortex, tout comme les avions d'où ils ont été tirés. Malgré les meilleurs efforts d'un groupe des opérations clandestines mal préparées, rien n'a fonctionné. Toutes les contre-mesures militaires étaient inutiles contre SCP-001. À court d'options, ils ont tenté leur dernier recours, une frappe nucléaire. Cela a également échoué. L'engin nucléaire tiré sur SCP-00 est entré dans l'espace apparemment infini à l'intérieur de sa bouche. Une détonation a été signalée, mais aucun changement observé. Il n'y avait aucun dommage, pas même un éclair de lumière, pas même un son. Il a fallu un peu moins de 17 minutes et demie à SCP-001 pour consommer le mont Rainier à Washington. L'intégralité du centre-ville de Seattle a été aspirée dans le vortex et incinérée en un peu plus de 2 heures. En 3 mois, 2,3 millions de vies humaines ont été perdues à travers l'Amérique du Nord. Pour ajouter l'insulte à l'injure, une transmission a été reçue de la Fondation sur tous les canaux officiels, seulement quelques jours après le début de l'assaut de SCP-001. Le message automatisé indiquait « Le projet Valkyria n'accepte plus de nouveaux passagers. Si vous voyez ce message, vous ne serez jamais oublié. Mais si tout cela est vrai et a ou va se produire, alors... » Comment se fait-il que les lumières du site 6800 de la Fondation clignotent toujours au-dessus de Riordan? Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur dès maintenant.
Allez maintenant regarder une autre entrée des fichiers du Dr Bob, comme SCP-5056, les compagnons constants. Merci.